Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui va démarrer dans quelques secondes. Je suis Séverine Charlon, fondatrice de l'agence Grains, créateur de connaissances, et on va aborder le sujet aujourd'hui de l'esprit critique. N'hésitez pas à réagir encore une fois dans la zone de chat comme je vous l'ai indiqué pour à la fois me dire qui vous êtes, dans quel coin vous êtes aussi en ce moment, et puis on va dire pourquoi le sujet également vous intéresse, notamment l'esprit critique. Pourquoi ce sujet vous intéresse dans le cadre de vos activités. Je vous laisse peut-être quelques secondes pour pouvoir voilà, mettre un petit mot. Bonjour Sylvie. Donc, on va être réunis ensemble durant 60 minutes. L'objectif aujourd'hui, peut-être pour ceux qui ont déjà suivi, des webinaires, de l'agence Grains, créateur de connaissances, l'idée c'est de vous raconter en fait plusieurs histoires, autour de l'esprit critique et de vous, justement de vous le montrer à travers, plusieurs, personnages, de bande dessinée. Puisque, on va dire il y a quelques mois de ça, on a publié une BD, voilà, qui s'appelle, Le carnet d'esprit critique et qui raconte en fait plusieurs histoires autour de l'esprit critique. Donc, ces différentes histoires, eh bien, je vais vous les présenter, ce matin. Voilà, alors n'hésitez pas à réagir, à poser, plein de questions au cours de ce webinaire pour que ce soit à la fois le plus interactif possible et également s'il y a des choses, des éléments que vous ne comprenez pas. Nous, on a pris un parti pris, dans le cadre de cet ouvrage qu'on a publié, c'est, de pouvoir avoir, en fait, expliqué, ce qu'on met derrière, l'esprit critique sous plusieurs, angles, à la fois sous, l'angle de l'histoire, donc finalement du récit à travers, plusieurs, scénettes d'une certaine manière. Il y a plusieurs histoires avec des contextes différents, dans des, situations de travail, différentes. Hem On a aussi intégré dans la bande dessinée, un point, on va dire des aspects un peu plus théoriques où on va aussi aller chercher, des définitions, dans la philosophie, dans la sociologie pour expliquer ce que l'on met derrière ce concept d'esprit critique. Et puis on a aussi abordé, le sujet à travers des exercices. Donc, c'est un carnet pédagogique qui aussi, permet à chacun de pouvoir se questionner à travers différents, type d'exercice que l'on propose. On l'a abordé aussi sous différents angles. On l'a abordé, sous l'angle à la fois, du concept, mais aussi, à travers, les usages du quotidien, c'est-à-dire aussi les usages que l'on peut avoir, par exemple, quand on fait des recherches d'informations, du fonctionnement, par exemple, des, moteurs de recherche, que l'on sache un petit peu finalement comment, finalement ces outils et ces plateformes peuvent avoir une incidence sur, la manière dont on a de collecter à la fois de l'information et de la manière dont on a aussi de pouvoir raisonner. Dans ce carnet pédagogique, on a aussi abordé la question du raisonnement parce qu'il faut se poser la question finalement comment est-ce qu'on raisonne de manière habituelle, au quotidien, et on abordera voilà d'autres types de raisonnement parce que justement à travers l'esprit critique, on peut justement, développer, ces aspects-là. C'est un sujet que l'agence Grains travaille beaucoup, notamment sur, des méthodes d'idéation, notamment quand on travaille sur des projets, d'innovation. Il faut en fait changer la manière dont on raisonne sur un sujet et on utilise ce qu'on appelle des cadres conceptuels. Mais donc ça nécessite qu'en fonction du problème auquel on est confronté, de pouvoir finalement être sur d'autres modes de raisonnement pour finalement avancer sur des solutions ou des pistes, d'amélioration. Et puis on essaiera aussi de se projeter dans l'avenir. Voilà, on parle beaucoup des métaverses et il y a une histoire qui aborde ce sujet justement dans cette bande dessinée. Voilà. Pour ceux qui ont peut-être, alors je vous remercie déjà pour, vos salutations dans la zone, de chat. Est-ce que l'esprit critique, c'est un sujet qui vous intéresse, que vous, abordez dans le cadre de vos, activités?
Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit oui ou un petit non, ou c'est par curiosité, par exemple, que ce sujet vous intéresse. D'accord. Pour Sylvie, ouais, stéréotypes, préjugés. Mmh. D'accord. Pour Gwenola, John, d'accord. C'est un sujet qui vous intéresse. L'absence d'esprit critique qui me fait réfléchir en ce moment. OK. D'accord. Important dans le secteur innovant, utilisation dans l'enseignement. Absolument. Alors, comme je vous l'ai indiqué, l'idée, c'est de vous raconter, plusieurs histoires autour de l'esprit critique, et donc à travers plusieurs personnages et plusieurs, en fait, situations de vie, situations, de travail. Le premier, en fait, qu'on la première histoire que je voulais vous raconter, eh bien, c'est celle, finalement, qui va tourner autour de qu'est-ce que l'on met derrière l'esprit critique. Donc on a, 3 jeunes qui sont en train de voilà, de se balader, dans la rue, et chaque jeune finalement a une spécialité. Il y en a un qui est philosophe, un qui est, sociologue et un qui, travaille dans les, sciences cognitives, et ils sont en train de voilà, de marcher, ils discutent, et ils sont à un moment donné, il y en a un qui reçoit finalement une notification sur son smartphone, et il voit, apparaître finalement, l'information comme quoi il y a eu un rapport, qui a été publié en début d'année sur, l'esprit critique. D'ailleurs ce rapport, il existe puisqu'il a été publié par Gaël Brunner, qui est sociologue et qui a réalisé en fait un rapport que vous trouvez en ligne. Il s'appelle «Rapport sur l'esprit critique», qui a été remis à Emmanuel Macron en début d'année sur ce sujet. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que l'esprit critique devienne une cause, nationale. Mais ces 3 jeunes en fait vont discuter autour de ce sujet. Chacun finalement a sa propre, définition de ce que l'on met derrière l'esprit critique. Il y en a un qui va l'aborder donc sous l'angle de la philosophie, en citant Kant, par exemple. Donc je vais vous lire, par exemple, ce que peut dire Kant. Vous inquiétez pas, je vais c'est on va dire, c'est pas des choses très compliquées. Alors, que dit Kant sur, l'esprit critique? Et j'aime bien sa définition. Pour Kant, on pense par soi-même en pensant avec autrui, ce qui ne signifie pas comme autrui. Penser contre, c'est aussi penser avec. C'est intéressant comme définition. La question de pouvoir en fait avoir des idées différentes sur un même sujet, et de faire en sorte aussi, eh bien, de développer et d'échanger des idées même si on n'est pas forcément d'accord, sur le sujet. On a le spécialiste aussi en sociologie qui a sa propre, définition sur l'esprit critique, et il nous enseigne que ces phénomènes imputés aux algorithmes sont en fait initiés par nos propres comportements en ligne, puis amplifiés par les modèles algorithmiques. En fait, ce qu'il nous explique à travers la sociologie, c'est que, eh bien, la manière dont on a, par exemple, d'aller collecter de l'information sur le web, eh bien, va être aussi d'une certaine manière impactés par nos propres comportements, notamment par exemple d'aller vite, d'aller chercher de l'information de manière très rapidement sans forcément en faire une sélection et en faire un filtrage. Et puis on a le spécialiste également en sciences cognitives qui va lui avoir aussi sa propre définition de ce qu'est, l'esprit critique, et notamment il va, nous expliquer ce que fait par exemple un laboratoire en sciences cognitives qui est, piloté par Olivier Houdet, qui est directeur d'un laboratoire de psychologie et de neurosciences à Paris, et qui nous explique que nous disposons de 2 modes de pensée. Un mode automatique dit heuristique, faisant appel à des croyances, des habitudes, des opinions, et un second mode logique basé sur le raisonnement algorithmique.
Le premier serait un système cognitif rapide, automatique et inconscient. Le second dit algorithmique et logique, rationnel. Il procède par déduction, inférence et comparaison. En fait, ce que nous dit là Olivier Houdet, c'est que eh bien, quand on réfléchit, des fois, notre cerveau, il est un peu fainéant et il va faire des raccourcis. Lui, il va chercher les connexions les plus rapides. Donc, parfois, on peut justement être dans cette logique, notamment quand on fait de la recherche sur le web, quand on cherche de l'information, on va faire des raccourcis et on va prendre par exemple la première information qui nous est présentée notamment par un moteur de recherche où on va faire des connexions parce qu'il va faire des liens aussi, dans notre cerveau pour aller chercher des informations, très rapides et faire, justement ces raccourcis. Ce que nous dit en fait Olivier Houdet, c'est qu'il faut dépasser en fait, il faut faire l'effort d'aller chercher peut-être un peu plus loin ou de se réinterroger justement sur ces, potentiellement sur ses croyances ou sur nos opinions et justement de dépasser ces automatismes de pensée. Là, dans cette histoire, en fait, ce que l'on essaye d'expliquer, c'est que l'esprit critique, ça nécessite de l'exploration, ça nécessite de confronter ses idées, de confronter également ses croyances et ses opinions. Et aussi, ce qui est intéressant, notamment à travers l'histoire qu'on vous raconte, à travers ces 3 personnages qui représentent 3 définitions différentes, c'est que finalement, si on aborde l'esprit critique sous un angle, on va avoir une manière de penser l'esprit critique. Si on l'aborde sous l'angle de la sociologie, pareil, on va avoir un mode une définition. Alors que finalement, quand on utilise notre esprit critique pour aborder un sujet, eh bien, dans un sens, il faudrait aller chercher dans plusieurs disciplines pour essayer de voir un peu ce que l'on dit de telle ou telle chose. Notamment, là, je pense aux formateurs, par exemple, quand on aborde certains concepts, eh bien, c'est intéressant de ne pas avoir qu'un seul concept, par exemple, ou une seule définition qu'on va aller chercher dans les sciences humaines ou dans d'autres typologies de définitions, dans d'autres secteurs. C'est un peu de confronter tout ça. Voilà et c'est ça aussi, l'esprit critique, c'est d'aller chercher et d'explorer un sujet à travers différents prismes et différentes aussi, définitions et différents, disciplines scientifiques qui ont pu utiliser le sujet, les concepts, mais sous différents angles. Voilà la première histoire en fait que l'on souhaite raconter et à travers aussi cette histoire et bien, vous aurez une série, d'exercices sur ce sujet. Je fais une petite pause. Est-ce que vous avez des réactions déjà par rapport à cette première histoire où vous avez 3 personnages qui abordent le sujet de l'esprit critique, qui échangent, qui débattent sur ce sujet? Avant que j'aborde ma deuxième histoire. Un bon tour du sujet, Marguerite? Oui, Gwenola, toutes les histoires sont publiées dans le même ouvrage. Et le rapport du président, c'est Gaël Brunner. Gaël Brunner et vous allez taper, enfin, vous allez chercher sur le site de l'Élysée directement. Vous avez un rapport qui s'appelle «Rapport de l'esprit critique», mais qui va être abordé sous l'angle plutôt de l'angle du numérique. Voilà. Puisqu'on peut l'aborder sous différents angles et c'est un peu le sujet que nous, on va traiter justement à travers cette bande dessinée. On a essayé de dépasser le cadre du numérique, mais d'aborder finalement l'esprit critique sous différents aspects parce que, eh bien, justement, ça nécessite d'aborder, ce sujet sous différents angles et notamment sur l'angle du raisonnement aussi. Important à développer dans les soft skills? Oui, complètement. Alors, autre histoire, deuxième histoire qui est un petit peu plus, basée sur justement le numérique. En fait, dans le cadre des activités de l'agence, on travaille beaucoup sur l'éducation au numérique. Donc on va accompagner des personnes qui vont, s'initier pour la première fois, à l'usage du web. On accompagne des personnes, par exemple, qui vont écrire un email pour la première fois de leur vie, même à 60 ans. Ça existe encore en France.
2% de la population, hein, sont, encore en situation de ce qu'on appelle l'électronisme numérique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on utilise, le numérique, on nous a pas appris. Quand le web est arrivé, fin des années, 90, début des années 2000, personne nous a expliqué comment fonctionnait un moteur de recherche, personne nous a expliqué comment on devait utiliser une messagerie, et cetera. Mais tout ça, en fait, pourquoi c'est important de savoir un peu l'envers du décor? C'est parce que quand on fait de la recherche sur le web, eh bien, il faut prendre conscience que l'on est soumis à des logiques éditoriales algorithmiques et notamment, donc on va aborder ce sujet à travers l'histoire, de 2 personnes qui travaillent dans une agence web, qui travaillent sur du référencement, naturel. Donc leur boulot, en fait, consiste à faire en sorte que des sites internet comme le mien et notamment je le sais puisque j'ai un référenceur naturel qui travaille dans mon équipe, heu, va faire en sorte que certains sujets et certaines pages du web apparaissent, dans les premiers résultats, de Google. Alors ça n'est pas de la pub, c'est ce qu'on appelle du référencement, naturel. Mais tout ça, en fait, répond à ce qu'on appelle donc une logique éditoriale algorithmique. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, ces 2 personnes travaillent pour un client et ils vont faire en sorte que ce client qui travaille sur, par exemple, les espaces du futur, eh bien, que les gens qui s'intéressent à ce sujet, eh bien, fassent en sorte que, finalement, son son site apparaisse en premier dans Google. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Ça ne veut pas dire que parce qu'il traite de ce sujet, que forcément, eh bien, c'est le site de référence. Mais le fait que, le site apparaisse dans les premiers résultats, de Google, quand on fait une recherche sur le web, eh bien, on va se fier, en fait, aux premiers résultats, en règle générale, qui sont en dessous de, l'espace de recherche. Parce que aussi la configuration de la page va faire en sorte qu'il y a un classement. Donc on va utiliser le premier, d'accord? Psychologiquement, on va prendre le premier parce que, ben, on va se dire: «Bah oui, celui qui ressort en premier, forcément, c'est lui qui a raison». Et non, pas forcément. C'est pas lui qui a raison, c'est lui qui a bien travaillé pour être bien référencé. Donc à travers cette histoire, on essaye d'expliquer ce qui se passe derrière, l'envers du décor. En fait, quand on fait de la recherche, documentaire, quand on fait de la recherche sur le web et que nous sommes soumis, en fait, à ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, des cul-de-sac topographiques. C'est le moteur de recherche va en fait nous faire, nous proposer une série de sites web qu'il a pu référencer, qu'il a pu indexer et qui sont dans un sens toujours les mêmes. Donc, finalement, quand on fait une recherche sur un sujet, eh bien, on va toujours être confronté au même site internet. Alors, il y a des alternatives, hein, pour ça. Il y a à la fois l'utilisation de techniques de recherche, notamment avec l'utilisation de ce qu'on appelle les booléens. Et puis vous avez aussi, eh bien, forcément, d'aller chercher de l'information bien précise en ayant aussi déjà une idée de là où vous voulez aller chercher, c'est-à-dire connaître les sites internet sur lesquels que vous voulez rechercher. Mais tout ça pour dire que quand on fait aujourd'hui de la collecte d'informations sur un moteur de recherche et c'est l'histoire qui est racontée, par, ces 2 personnes qui travaillent dans une agence sur le web, c'est de vous expliquer un petit peu justement comment fonctionnent ces logiques éditoriales qui sont finalement soumises, enfin qui sont fait l'illustration de ce que on va comment dire? Du marché dans lequel nous sommes et de cette guerre de contenu dans lesquels nous évoluons et dans lesquels, eh bien, il faut être présent, il faut être visible. Mais sauf que nous, en tant qu'utilisateurs ou utilisatrices, eh bien, on ne se rend pas forcément compte de, cette guerre de contenu auquel on est soumis. Est-ce que ces éléments-là, déjà, vous en aviez connaissance et vous en aviez conscience? Merci Marguerite pour la source. Oui, complètement, pour le rapport. Alors, non, pas vraiment. Alors pour John, oui, complètement. Super John.
Alors et donc sur cette histoire, à la fin, ce que l'on vous explique eh bien, c'est on a un petit laïus, sur, justement, les, recherches, la question de la logique, pardon, éditoriale et on termine, en fait, ce chapitre en vous expliquant que près de 90 de l'autorité du système PageRank, qui est le système, en fait, algorithmique du moteur de recherche, se concentre sur 10 des sites internet. Il y a une étude du Cairn qui est parue il y a quelques années, justement, qui essayait d'expliquer comment fonctionnait le moteur de recherche de Google, puisqu'il y a beaucoup d'opacité sur ce fonctionnement. Autrement dit, les logiques éditoriales algorithmiques de Google vous conduisent à naviguer dans des bulles de contenu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui agissent alors comme des cul-de-sac topographiques. En fait, des liens vont vers ces mêmes répertoires de résultats, mais aucun ou très peu n'en ressort. En réalité, lorsque nous cherchons sur Google, nous évoluons dans un champ sémantique qui nous guide toujours vers les mêmes contenus sélectionnés par le moteur de recherche. Alors, vous voyez aussi sur ces questions, quand on parle de croyances, d'opinions, vous imaginez que plus on va faire une recherche sous un angle précis, plus finalement le moteur de recherche va toujours vous donner les mêmes résultats. Donc, si on veut changer d'avis, si on veut explorer justement, un sujet sous un autre angle, eh bien forcément, ça nécessite, eh bien, qu'à la fois on fasse l'effort cognitif de ne pas aller au plus vite et également d'aller chercher, d'autres sources sous d'autres aspects et sous d'autres angles. Donc, vous voyez que la recherche et le fait de pouvoir explorer un sujet, eh bien, ça nécessite et finalement de changer de comportement également, vis-à-vis de ces outils. Alors, je lis également ce que vous mettez dans la zone de conversation. Comparaison des mêmes recherches sur 2 ordinateurs des personnes différentes. Instructif, oui, par rapport à des historiques de recherche surtout. Bonjour Joël, bienvenue. Alors, si vous avez des questions sur ces aspects-là, donc je passe à la troisième histoire qu'on souhaite vous proposer également. S'il n'y a pas d'autres questions. Je passe à la troisième histoire, où, on remonte en arrière. On remonte très, très loin en arrière. On remonte dans l'histoire, en fait, pour se poser la question de comment finalement on capte l'information depuis que l'homme est homme. Voilà, donc on vous ramène un peu dans les cavernes, on vous ramène même au temps du début de l'imprimerie, on vous ramène donc c'est un jeune qui est dans une bibliothèque et qui est en train de feuilleter un ouvrage, sur le temps de l'information et il lit cet ouvrage donc en feuilletant au fur et à mesure, des pages et ce qui est amusant, c'est qu'on a fait en sorte aussi que dans la bande dessinée, vous ayez le jeune qui ait son smartphone. Ici, voilà, qui est, présent tout en ayant son ouvrage en lecture. Et en fait, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que toujours dans le même registre, hein, autour de l'esprit critique, c'est que la question du temps, elle est devenue une donnée importante dans la manière dont on a de traiter l'information. Quand on lit, en fait, un ouvrage, forcément, on prend du temps pour accéder à l'information. Parce que déjà, il y a l'acte de lecture, mais il y a aussi l'acte de pouvoir comprendre, en fait, les mots et comprendre, le sens de ce que l'on nous dit. Mais au fil du temps, en fait, ce qui se passe, c'est que justement, aujourd'hui, pour capter l'information, elle vient à nous, directement et notamment dans l'histoire, eh bien, le jeune, à un moment donné, va recevoir, des notifications sur son téléphone et il va avoir, voilà, des petits messages, sur, Twitter qui arrivent. Et là, en fait, c'est aussi pour vous rendre compte que la question du temps qu'on va passer à la fois pour explorer un sujet ou pour aller chercher, de l'information, même quand on fait la recherche. Tout à l'heure, je vous parlais des moteurs de recherche. Quand on fait une requête sur un moteur de recherche, très souvent, vous avez, le temps qui apparaît, vous savez, dans les résultats. Eh bien, c'est cette question de la temporalité, eh bien, elle est
dans un sens, elle est nuisible à notre esprit critique. Pourquoi? Parce que et on ne filtre pas, on ne se questionne pas, notamment sur l'information, parce qu'on va recevoir justement, cette information assez rapidement. Et donc, si je termine par exemple sur, cette petite histoire, donc il y a des séries d'exercices, justement pour vous faire prendre conscience de cette, question de la temporalité. Alors sur ce chapitre, il y a pas de dialogue. L'idée, c'est plutôt d'observer et de lire en fait chaque petite vignette, de voir un petit peu ce qui se passe et comment justement comment les choses ont évolué au fil des siècles. Donc on termine en fait, ce chapitre en disant: «Nous utilisons ces outils», donc les outils, numériques pour chercher des documents et pour développer notre connaissance. Avec le web, à l'origine, les services du web ont été conçus pour cela, c'est-à-dire, bien sûr, pour faire de la recherche documentaire. C'est comme ça qu'on a inventé le lien hypertexte. Mais ils sont devenus rapidement des supports publicitaires utilisant une nouvelle devise, celle de l'attention. Quelle que soit la plateforme, le modèle économique est l'attention multipliée par le temps. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est la question du temps. On va faire en sorte de capter votre attention le plus possible. C'est pour ça que des fonctionnalités comme par exemple le scroll est infini. Les logiques de type moteur de recherche ou réseau social obéissent à des logiques commerciales et à la pression concurrentielle du marché de l'information. La donnée temps se mesure en secondes et influence nos manières de chercher l'information. Aujourd'hui, quand on veut apprendre, il faut du temps pour apprendre. On peut y passer plusieurs heures, plusieurs mois. Mais finalement, aujourd'hui, quand on regarde la temporalité, quand on va chercher de l'information, ce que je vous disais dans un moteur de recherche, la recherche, elle se fait en secondes, 0,053 secondes pour nous donner de l'information. Et en fait, si on regarde, c'est assez, finalement nuisible, dans un sens pour que l'on développe de vraies connaissances et également pour qu'on fasse travailler justement notre esprit critique. Même chose, ça nécessite que derrière, eh bien, on, développe d'autres comportements pour, heu, pour justement filtrer et analyser, ces informations. Oui, la notion de push et de pull de l'information. Complètement, Vincent. Est-ce que vous avez des questions sur, ce chapitre également? On revient un petit peu en arrière. Alors, quels outils pour contrer les biais de recherche? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À la fois, c'est, dans l'utilisation des mots-clés que vous allez utiliser. Donc, il faut réfléchir en fait aux mots-clés que vous allez utiliser, au type de questions que vous allez poser. Il y a aussi ce que je vous disais, il y a l'utilisation par exemple des booléens. Alors vous irez chercher sur, internet ce que c'est les booléens. C'est des petites techniques, qu'on peut utiliser quand on fait une requête sur un moteur de recherche. Donc c'est ce qui permet aussi de pouvoir un peu filtrer, l'information et de pouvoir converser finalement avec le moteur de recherche pour lui dialoguer avec lui et lui dire un petit peu ce que l'on cherche de manière plus précise. Après, c'est aussi de connaître bien sûr les sources, et d'aller directement sur certains sites internet fiables, pour aller, justement, chercher, l'information. Mais encore une fois, c'est de ne pas on a tendance à rester sur la première page de Google parce qu'on est pressé. Ben non, il faut parfois de temps en temps aller voir ce qui se passe sur les pages, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Hem Donc, le quatrième chapitre qu'on aborde dans la BD, c'est la question du raisonnement. Qu'est-ce que c'est que raisonner? Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que raisonner, selon vous? Je vous laisse répondre et Gwenella, je laisse la question à Vincent. Je laisse à Vincent la réponse sur le push et le pull.
Donner d'hypothèses, se poser la question 5 fois pourquoi, oui. Ça, c'est une technique là, c'est les 5 pourquoi. Mmh. Dans cette idée, arriver à une conclusion, enfin, comparer, faire des liens, raisonner, faire des choix selon des arguments. Mmh. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous connaissez plusieurs types de raisonnement, justement? Alors vous savez que vous avez des scientifiques, hein, qui ont travaillé sur la question du raisonnement. Vous avez ce qu'on appelle un logicien, qui s'appelle Peirce, qui au XXe siècle a commencé à travailler justement sur ces processus de raisonnement. Globalement, en fait, on va utiliser de manière un peu, habituelle et puis parce qu'à l'école, on nous apprend aussi à raisonner de cette manière-là, on va raisonner de manière à la fois déductive et de la manière inductive. Parce que certains savent déjà ce que l'on met derrière, c'est 2 modes de raisonnement. Déductif, intuitif, ouais. Alors le déductif, c'est quand on part par exemple d'une, théorie générale et on va l'appliquer à une situation, particulière. L'inductif, c'est l'inverse, c'est-à-dire on va partir d'une situation, particulière et on va en faire une généralité. Mais par contre, il y a un troisième mode de raisonnement que l'on n'utilise pas forcément, qui est le mode abductif, c'est-à-dire de pouvoir émettre des hypothèses. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, c'est aussi un mode de raisonnement que l'on peut utiliser et notamment qu'on devrait utiliser dans les entreprises et dans les collectivités, dans toutes les organisations pour, en fait, se dire: «On ne sait pas, on va émettre en fait une hypothèse, on va la vérifier et derrière, eh bien, on va vérifier si c'est vrai. Ça, ce mode de raisonnement, bien sûr, c'est un mode de raisonnement scientifique, puisque les scientifiques partent de ce principe-là, d'émettre des hypothèses, bien sûr, en ayant vérifié un certain nombre de choses et derrière vont mettre en place des expérimentations pour pouvoir vérifier si, eh bien, c'est vrai. Encore une fois, aujourd'hui, on peut avoir une vérité à un moment donné, quelque chose qui est vrai, même d'ordre scientifique, et une théorie, une thèse et qu'elle puisse être modifiée, hein, en fonction, eh bien, des, résultats de la recherche. On peut se rendre compte qu'il y a des choses qui étaient fausses, qu'on considérait vraies auparavant et qui aujourd'hui, eh bien, peuvent être fausses. Si on prend par exemple, la question de l'homme, à quel moment l'homme est apparu, on voit que simplement en ayant les évolutions de la recherche en matière anthropologique, eh bien, on voilà, on sait qu'en fonction de des quand ils retrouvent certains ossements, on peut se rendre compte que l'homme n'était pas apparu au bout de 3 millions d'années, mais beaucoup plus de millions d'années. Voilà, je pense à ça puisqu'on a, le père de Lucie, qui est décédé il y a pas très longtemps. C'est quelqu'un que, voilà, que je suivais assez souvent. Et d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Son nom m'échappe. Si vous l'avez, si vous le retrouvez, voilà. Mais bon, dans tous les cas, ce que je veux dire par là, la question du raisonnement, elle est intéressante et dans donc cette histoire, dans cette, 5e histoire, eh bien, on va aborder la question du raisonnement sous l'angle finalement, eh bien, d'une histoire autour d'agriculteurs. Alors je vous parle de ça parce que je l'ai vécu, dans des ateliers que j'ai pu animer avec des ingénieurs qui travaillent justement sur le changement climatique et comment est-ce que, par exemple, on peut, accompagner des agriculteurs en fonction, eh bien, des évolutions, du changement climatique. Je dis pas réchauffement, mais je dis changement climatique et en fonction du mode de raisonnement qu'on va utiliser, eh bien, on va pouvoir appliquer certaines théories et développer, en fait, potentiellement, eh bien, des expérimentations pour accompagner les agriculteurs sur, de nouvelles formes de culture et donc
à travers cette histoire et cette bande dessinée, eh bien, on va avoir un agriculteur qui va aller dans des ateliers où on va, le guider sur, eh bien, le développement, de nouvelles cultures et à la fin, justement, de l'histoire, on lui explique, qu'on peut, tester des choses, notamment avec, voilà, qu'on a pu repérer certaines expérimentations qui ont eu lieu ailleurs et donc lui, il va être amené à, développer d'autres formes de culture qu'il n'avait pas, mais encore en tout cas, encore une fois, il ne sait pas si ça va marcher, il ne sait pas si c'est vrai. Il va le vérifier justement avec, l'ingénieur avec qui il travaille et à travers cette histoire d'agriculteurs et de nouvelles cultures, eh bien, on essaye d'expliquer quelles sont les différences entre le raisonnement abductif, le raisonnement déductif et le raisonnement inductif. Vous aurez aussi une histoire, on va dire des exercices qui vous permettront, sur un même sujet, de se poser la question sous différents angles et sous différents modes, justement, ces 3 modes de raisonnement. Je reprends un petit peu vos éléments sur, Platon n'a-t-il pas beaucoup parlé du raisonnement abductif? Bonne question, Gwenella. Alors là, je ne serai pas en capacité de vous répondre. Par contre, je sais que Socrate, lui, était un fervent, du questionnement et justement l'art d'explorer un sujet au fur et à mesure, sans aller justement à la connaissance ultime. Tout c'était l'objectif, c'était d'aller à la connaissance ultime, mais à travers justement l'art de l'exploration et l'art du questionnement. On a un peu perdu cet art du questionnement. Alors juste aussi pour votre, peut-être culture générale, en fait le fait de poser des questions, il faut savoir qu'au Moyen Âge, par exemple, c'était interdit. C'était considéré comme un acte de rébellion. Et voilà, donc peut-être qu'aujourd'hui, on subit encore peut-être, les contre-coups, de de ces interdictions du Moyen Âge de poser des questions. Yves Coppens, oui, merci, Sylvie, pour, heu, pour notre spécialiste en anthropologie, paléoanthropologie. Voilà. Hem Autre histoire, donc on va arriver à la sixième histoire que l'on souhaite aborder. Encore une fois aussi, toujours, avec ce leitmotiv qui est, l'esprit critique. On essaye d'expliquer alors là, on est dans un contexte très professionnel. On a en fait une directrice qui, doit, engager, ses, collaborateurs, ses collaboratrices à travailler sur une feuille de route, donc un projet de direction. Là, ça va parler, par exemple, au secteur public et aux collectivités territoriales puisque c'est des termes qui, sont souvent utilisés. En gros, c'est la stratégie, hein, de la direction ou du service et ils veulent engager, en fait, l'ensemble de, leurs collaborateurs sur ce, sujet et en fait, à travers, cette histoire, on essaye d'expliquer la question du dialogue. Pour ça, je vous parlais tout juste un instant de Socrate et en fait, l'art de débattre sur un sujet dans nos sociétés, finalement, eh bien, on a perdu à la fois cette modalité, hein et puis, ou ce process, de pouvoir, apprendre à bien dialoguer, mais dialoguer dans le sens, pas forcément, aboutir à une décision ou aboutir à un choix, mais encore une fois dans le sens où on va explorer un sujet, de manière approfondie pour pouvoir eh bien, essayer de peut-être, d'identifier quelle est la bonne problématique à laquelle qu'on souhaite résoudre, ou potentiellement de pouvoir bien développer le sens dans lequel on veut, par exemple, amener ses, collaborateurs. Donc là, vous avez, voilà la petite directrice là avec son petit chignon qui, eh bien, souhaite engager, voilà, des travaux avec, ses collaborateurs et elle va leur expliquer un petit peu, justement, dans ce qu'elle souhaite faire avec eux et elle va, les guider, en fait, dans, la question sur le projet, de direction et en fait, à la fin de l'histoire, il y a un collaborateur, puisqu'à la fin on va dire, elle leur donne un travail à faire et à la fin de l'histoire, elle leur demande s'ils ont, bien réfléchi et s'ils ont, eh bien, des propositions à faire
Et en fait, ce que dit, un des collaborateurs, déjà, il explique qu'on aura forcément, qu'ils auront des désaccords et des accords sur le sujet ou sur les sujets qu'ils veulent, traiter. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont peut-être pas eu assez de temps, voilà, pour pouvoir traiter, du sujet et qu'ils souhaitent en fait développer un peu plus. Et puis en fait, ce qu'ils essayent de dire aussi, c'est que, par exemple, quand on travaille sur une stratégie, il y a des choses que l'on sait, qu'on va pouvoir, eh bien, peut-être approfondir, développer des plans d'action, ce genre de choses. Mais il y a peut-être des sujets aussi qui peuvent faire partie, par exemple, d'une stratégie où on est plutôt dans une phase de recherche. On développe en fait une démarche plutôt un peu scientifique où on va explorer le sujet sans savoir potentiellement si ça va fonctionner. Donc, là, à travers cette histoire d'une réunion, d'un groupe de travail avec une directrice et ses collaborateurs, eh bien, c'est de pouvoir réapprendre à dialoguer et notamment donc dans ce chapitre et dans cette histoire, eh bien, vous aurez, une petite, technique qui vous apprendra en fait à mener des séances de dialogue, justement avec, vos, collaborateurs et faire la distinction entre ce qu'est une discussion et ce qu'est un dialogue. Je vous, propose de réagir si vous le souhaitez. Les erreurs l'ont fait dans le sont-ils corrigés? Non, ils ne sont pas corrigés parce qu'il n'y a pas de correction sur ce type, d'exercice. Ils sont faits pour vous faire réfléchir justement sur certaines pratiques ou certains usages que vous pouvez avoir. La questiologie, oui, complètement, John. Alors on appelait ça auparavant, on appelait ça la dialectique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va appeler ça aussi la questiologie. C'est l'art de poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des, questions par rapport à ça, sur ce chapitre, sur l'art de dialoguer? Ah, distinguer débat de décision. Alors nous, on distingue plutôt la différence entre qu'est-ce qu'une discussion et qu'est-ce qu'un dialogue. Mais ça, je vous laisserai lire l'article, et lire le chapitre sur, ces, 2 notions. Hem, donc avant-dernier chapitre de notre bande dessinée, on fait un point important entre qu'est-ce que croire et qu'est-ce que savoir. Est-ce que vous savez ce que l'on f quelle est la différence entre les 2, entre le verbe croire et le verbe savoir? Et en fait, on va utiliser à travers ce chapitre, en fait, on a un slammer. Tout le monde sait ce que c'est qu'un slammer. Eh bien, il est en train d'écrire un texte et en fait, il va nous expliquer à travers ces mots, quelle est la différence entre croire et savoir. Foi ou science? Oui, on peut dire ça comme ça, on peut résumer ça comme ça, Vincent. Et je vais vous lire son slam. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre slammer, donc en fait, au fur et à mesure des jours, on peut le voir travailler et puis écrire son slam. Donc, il vous dit croire, c'est believe en anglais. Believe, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? C'est penser, considérer. Alors pourquoi ce serait savoir en français? C'est vrai, pourquoi croire, ce serait savoir en français? En 2022, le monde entier pense tout savoir sur Twitter. Un tweet de 140 caractères remplace de nos jours une définition dans le dictionnaire. Si Twitter se transforme en métaverse, c'est sûr, la connaissance peut évoluer en controverse. Comme la réalité devient chaotique, nous tentons de fuir dans le virtuel. Stigler, qui est un scientifique que je suivais aussi beaucoup mais qui est décédé, appelait ce phénomène un pharmacone. Ce remède est un poison. C'est ce que veut dire pharmacone. À moins que l'esprit critique ne devienne universel. En fait, qu'est-ce que nous dit le slammer? Il nous explique justement qu'on a tendance à croire qu'un tweet
est l'équivalent d'une définition dans une, dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie. C'est-à-dire de prendre pour argent comptant ce que l'on peut lire. Donc, c'est aussi cette question de faire la différence entre ce que l'on pense, ce que l'on croit et ce que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est la science, c'est les concepts, c'est les définitions académiques, c'est, ces éléments-là qui vont nous que l'on va rattacher à la connaissance et au savoir. La croyance, on peut penser, voilà, on peut penser un certain nombre de choses, mais elles ne sont pas de l'ordre de la connaissance. Et très précis. Alors Vincent, là, je ne suis pas en capacité de lire et de comprendre ce que vous dites. Donc à travers ce slam, vous allez avoir, voilà, il va vous expliquer et puis on va avoir un complément également, de définition de ce que l'on met entre croire et savoir. Voilà, vous avez un extrait, mais je vous l'ai lu, du slam qui est fait par ce sur ces 2 notions importantes et hop, j'ai loupé la dernière. Alors non, j'ai dû terminer, je crois. Ah oui, je crois que j'avais terminé ou alors j'ai oublié mon dernier. Sur le controverse. Ah oui, j'ai dû terminer le dernier chapitre, mais je vais vous le raconter. Dans le dernier, chapitre, vous allez ou avant-dernier chapitre, pardon, vous allez avoir, 2 jeunes, qui sont, on est sur le sujet de la confrontation, des idées et on a 2 jeunes. Donc on voit un jeune en train de mettre un casque de réalité virtuelle et il va, rentrer dans une réalité dans un métaverse et en fait, dans ce métaverse, on l'invite à participer à une exposition sur qu'est-ce qu'était le débat. Et donc, en fait, il va circuler dans des expositions. Il va être dans des espaces ou un peu comme dans des musées, mais en mode, métavers, ça existe déjà aujourd'hui, hein. Et on va l'inviter et donc il va circuler, en fait, dans différentes pièces et on va lui expliquer ce qu'était le débat, en fait. Donc là, on est en 2030, on se projette un peu. Et on revient un petit peu aussi en arrière parce que, eh bien, il va à un moment donné visionner une scène célèbre d'un débat entre 2 hommes politiques, français lors d'une élection, présidentielle. Il va se retrouver dans une agora aussi où il va voir, plein de gens en train de discuter et de débattre sur, des sujets. Et puis, voilà, il va circuler en fait dans plein de scènes, et dans plein de pièces, pour, essayer de savoir, finalement ce qu'on met derrière, ce sujet et puis il est avec un de ses copains aussi, donc ils se retrouvent dans le métaverse et ils vont échanger, ils vont circuler dans cette exposition et puis à la fin de l'histoire, vous avez, ces 2 jeunes qui enlèvent, leur casque de réalité virtuelle et un des jeunes dit: «Mais waouh, mais qu'est-ce qu'il parlait beaucoup!» Et en fait, en 2030, le débat a disparu. Ça n'existe pas. Parce que pourquoi? Ben, parce que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on le supprime de ses amis sur son réseau social ou eh bien on ne parle comment dire? On n'échange plus. On va, plutôt, mettre, des ce qu'on appelait des flammes, c'est-à-dire, des, messages un peu virulents pour dire que l'on n'est pas d'accord, sur des forums. Voilà, donc le débat a disparu, on est en 2030. Alors c'est pas pour, bien sûr, je ne l'espère pas, mais on est à la fois dans le monde, du présent et à la fois dans le monde de l'avenir. On essaye de rev de se souvenir, en fait, de ce qu'était l'art de débattre, et qu'est-ce qu'était un débat et à quoi ça servait. Et forcément, on fait un retour sur, la première histoire, que je vous ai racontée sur, finalement, qu'est-ce que l'esprit critique? Eh bien, l'esprit critique, c'est à la fois explorer un sujet, fouiller, en savoir un peu plus, se poser des questions. C'est aussi, finalement se confronter à des avis, différents,
C'est aussi s'intéresser à finalement comment je capte, l'information, comment je vais, la collecter, mais à la fois pas à travers les outils, mais à travers aussi comment mon cerveau fonctionne, quel comportement j'ai, vis-à-vis, de ces outils et puis c'est aussi comment je vais, en fonction de certains problèmes auxquels je suis confrontée, comment je vais apprendre à raisonner différemment, à réfléchir différemment. Tout ça, c'est un effort cognitif. Ça nécessite de prendre du temps, de la concentration et de se poser bien sûr sur sujet. La BD, elle est à la fois accessible à tous, à travers justement ces différentes histoires, mais elle est un petit peu technique, donc elle nécessite, un peu de concentration pour pouvoir justement, bien saisir tous ces éléments qui sont proposés. On a essayé d'avoir un on va dire un champ le plus large possible pour, vous aborder ce que l'on met derrière l'esprit critique et non pas uniquement sous l'angle justement du numérique, ce que l'on a justement dans le rapport de Gaël Bronner. Alors il reste 10 petites minutes. On a parlé de Google mais pas de Wikipédia. Oui, alors ça c'est un autre, sujet. Je vous laisse Claire si vous voulez le développer. Donc, voilà cette histoire qui aborde, l'esprit critique. Une petite information aussi, le la BD va être, est en cours de traduction en anglais également, et puis voilà. Donc, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Si vous voulez que je revienne sur, certains chapitres, vous me le dites également. Comment on se procure, la BD? Eh bien, vous allez sur le site de l'agence, comme vous l'avez à l'écran. Vous avez le document également en téléchargement normalement. Ah non, je ne vous l'ai pas mis en téléchargement. Tenez, je vous le mets en téléchargement également, et vous aurez donc la mallette de l'organisation apprenante. Vous pourrez acheter la BD sur le site de l'agence. Et vous voyez, par exemple, cette semaine, j'étais avec, des personnes qui font une formation en gestionnaire de paye et en fait, je les fais travailler sur un dossier d'actualité. C'est-à-dire, elles choisissent n'importe quel sujet qui est en lien avec, leur domaine et je leur ai demandé de retracer durant 1 an, toute l'évolution, du sujet, à travers la presse, à travers des sites comme Légifrance, l'Assemblée nationale et cetera et elle devait faire une synthèse, en fait, de ce sujet et puis à un moment donné, il y a une, personne hier, qui retrouve elle parlait du bulletin de paye et puis elle prend une information et puis elle dit: «Oui, la dématérialisation» et elle indique que c'était une actualité sur 2022. Je lui dis: «Bah, vérifie bien l'information» et en fait, au fur et à mesure qu'elle a vérifié, elle s'est rendue compte que ça n'était pas une actualité, que c'était quelque chose qui existait depuis un peu plus, longtemps. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait vu quelque chose rapidement sur un moteur de recherche et elle l'avait finalement, récupéré ainsi, sans s'interroger réellement sur, est-ce que c'était une information vraie ou fausse? Donc après voilà, c'est un mode, c'est un type d'exercice, mais en tout cas, on peut éduquer à l'esprit critique et en tout cas, ce qui est ressorti de ce que j'ai fait avec elles cette semaine, eh bien, elles en étaient, on va dire assez satisfaites et assez intéressées d'aller, voilà, faire, un travail, d'analyse critique sur un sujet pardon et en fouillant en fait, sur, plusieurs mois, le même sujet. Donc si vous avez IBM de la BD Gwenola, alors il y a pas d'IBN sur cette, BD puisque alors elle est déposée à l'INPI bien sûr, mais parce que c'est une bande dessinée avec, de l'esprit enfin avec des exercices, donc ça ne rentre pas dans le cadre d'un livre, à proprement dit. Voilà. Mais en tout cas et comme c'est vendu à partir de mon site, il n'y a pas d'IBN. Est-ce qu'il y a d'autres, sujets? Est-ce qu'il y avait des questions par rapport Trop d'infos tue l'info.
Oui, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que après c'est mon avis personnel, hein, c'est ce «je pense», hem, c'est qu'on a beaucoup d'informations et comme on a ce flux d'informations, on n'a plus de capacité, à la filtrer. Il y a d'ailleurs un documentaire, alors, que je trouve, plus ou moins bien, mais avec, quelques critiques tout de même. Il y avait un documentaire sur Arte qui parlait de ça sur, «Sommes-nous devenus bêtes?» ou un truc comme ça, enfin le titre, et c'était sur Arte où ils interrogeaient un certain nombre de scientifiques, et ils parlent de ça, sur la capacité en fait à filtrer, toutes ces informations qu'on peut, parce que finalement quand on reçoit, même quand on regarde le journal, télévisé et bien, ou quand on reçoit l'information, même dans un journal, on ne peut pas vérifier, cette information. On la prend comme acquise et comme fiable. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'il faut supprimer ces notifications aussi. Merci Gwenola. Dialoguer avec une machine dotée d'une conscience. Oui, pourquoi pas? Peut-être un jour, ce sera le cas. De dialoguer avec une, mais en tout cas, si on déjà on apprenait à on réapprenait à dialoguer. Vous voyez, j'ai fait cet exercice avec, des directeurs et directrices il y a pas très longtemps, et je pense qu'en tout cas, ça a été assez instructif pour eux aussi, de réapprendre à dialoguer dans une démarche d'exploration et non pas de décision. Ah, 20 h chez vous, John. OK, vous venez d'où, John? Vous étiez où? Ah, son data mining, ouais. Alors data mining, c'est un petit peu autre chose, hein. Alors, il y a certaines références, mais il y a pas de bibliographie puisqu'en fait, la plupart des histoires qui sont proposées, elles sont tirées, en fait, à la fois de l'expérience, donc chaque histoire, et les références, elles sont mentionnées. Donc quand on parle, par exemple, de Platon, on va mettre la source, et on va mettre la référence de l'ouvrage. Nouvelle-Calédonie, ah! J'ai, eu 3 consultantes là qui en ont avec qui j'ai échangé il y a 2 ans déjà, que j'avais formées sur, la classe virtuelle, justement. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous vouliez revoir sur, cette bande dessinée dédiée à l'esprit critique? Unique en son genre, bien entendu. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos échanges et puis, votre participation et votre intérêt surtout sur, ce sujet, et puis, n'hésitez pas également à aller voir, sur la chaîne, Webikeo, puisqu'on a un certain nombre de webinaires qui sont en replay, que vous pourrez, voilà, consulter, si vous le souhaitez. Je vais vous remettre la chaîne, voilà. Alors ça, ce sont les la chaîne, qui est de l'agence qui est sur Webikeo. Vous allez avoir plein de webinaires sur plein de sujets différents. Bien sûr, ça porte toujours un peu sur les sujets, puisque l'agence travaille sur les techniques, d'idéation, les techniques de raisonnement, sur les techniques, aussi de créativité, voilà. Donc vous allez avoir, des webinaires en replay, et vous en avez quelques-uns. On fait des tout petits webinaires cet été, très courts, pour vous montrer quelques outils qu'on a pu développer parce qu'on travaille aussi beaucoup sur le design, et donc on s'est inspiré de quelques œuvres d'art pour créer de beaux objets et de beaux outils pour réfléchir autrement. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire si vous le souhaitez. Ils seront en replay également jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, je peux vous souhaiter également un très bel été, et puis, voilà, bel esprit critique, en perspective ou en développement ou en approfondissement pour, les uns et les autres, et puis au plaisir de vous retrouver de nouveau dans un prochain webinaire.